Il y a peu de films qui réussissent à nous faire voyager. Il y en a encore moins qui ont la capacité de nous faire voyager en nous-mêmes. La première fois que j'ai vu Chihiro, je devais avoir 8 ou 9 ans. Je me rappelle que je vivais chaque scène comme si j'étais avec Chihiro, comme si je lui prenais la main et que c'est ensemble que nous devions trouver notre chemin dans l'inconnu. Le film a toujours eu sur moi l'effet de décupler l'empathie que j'avais pour le personnage de Chihiro. Je ressentais toutes les choses qu'elle ressentait. Par exemple, la scène de la transformation des parents en porc est l'une des scènes qui m'a procuré le plus d'effroi pour toute mon enfance. Le voyage de Chihiro, c'est d'abord l'histoire d'une petite fille qui se perd dans un monde où tout lui est étranger. Mais à force d'efforts, de travail, de persévérance, elle va réussir, petit à petit, à façonner son propre chemin et retourner dans son monde connu. C'est l'un des grands classiques de Miyazaki qu'on ne présente plus aujourd'hui. Ce chef-d'œuvre a été rendu possible grâce à l'esprit créatif de Miyazaki qui s'explique d'abord par son extraordinaire capacité à voir ce que peu de gens perçoivent. L'idée du film, Miyazaki l'a eue pendant ses vacances. Alors qu'il observe des jeunes filles jouer ensemble, il se rend compte qu'à l'époque, au début des années 2000, la plupart des histoires sur les jeunes filles proposées au cinéma ne portent que sur des histoires d'amour. Il se dit alors, et pourquoi pas réaliser un film sur une jeune fille banale ? Ce choix de départ, c'est l'acte fondateur qui créera Chihiro. Le voyage de Chihiro, on pourrait le voir comme le rêve d'une jeune fille. D'ailleurs, la scène d'ouverture, c'est Chihiro qui se fait réveiller par son père. Elle se réveille, certes, mais est-ce qu'elle ne vient pas plutôt de s'endormir et de s'éveiller dans son rêve ? Les premières notes se jouent en fond, comme une mélodie qui nous endort dans les bras de Morphée. Dans Chihiro, le rêve est montré d'abord sous l'œil du tâtonnement, comme le traduit d'ailleurs très bien la musique du compositeur Joe Hisaishi et ses quelques notes de piano devenues iconiques. Comme dans certains rêves, le monde dans lequel Chihiro s'immerge est un entremêlement de l'espace et du temps. En quelques pas, le décor change, l'ambiance se transforme, les lieux sont étrangement connectés, les scènes passent des unes aux autres, parfois d'ailleurs sans explication logique bien définie, mais toujours avec une continuité assez fluide. En quelques minutes, elle passe d'un escalier vertigineux à la fonderie d'une créature arachnoïde pour se retrouver finalement dans le bureau d'une vieille femme lugubre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va vivre une aventure hors du temps, avec des sorcières, un dragon, un mystérieux protecteur et des créatures plus étranges les unes que les autres. D'ailleurs, la plupart des créatures du film, ce sont des esprits, des sortes de dieux à la forme changeante et qui sont tous l'incarnation d'une force bien réelle, comme l'esprit d'un fleuve ou un esprit qui représente l'avarice. L'aspect religieux est bien sûr très présent dans le film. Quand Chihiro pénètre dans ce grand bâtiment rouge au début, on pourrait y voir là la représentation d'un Tori, qui incarne un portail pour passer du monde physique au monde spirituel. En son sein, une petite fenêtre décompose d'ailleurs la lumière du soleil, comme si le réel se simplifiait au maximum dans cet endroit, comme si ce lieu représentait un point unique de l'univers où les mondes se connectent. Alors comme Chihiro, on tâtonne petit à petit dans ce monde. On tâtonne pour avancer, pour affronter nos peurs, car ce sont en les bravant qu'on avance le plus. C'est une conviction très personnelle, mais je pense que c'est un sens de la philosophie de Miyazaki, quelque chose qui guide ses films. C'est l'idée qu'on grandit en se plongeant dans ses peurs pour les confronter. Au début, Chihiro est effrayée, collée à sa mère, apeurée et traumatisée par la transformation de ses parents. Elle va passer par un ensemble d'épreuves difficiles qui vont la faire grandir et qui lui permettront de s'affranchir de ses peurs qui l'emprisonnent et de commencer à s'épanouir dans ce monde onirique. Que ce soit pour aller au bout d'un couloir, pour descendre des escaliers effrayants ou plonger dans un bain répugnant, Chihiro va au devant de ses peurs pour continuer son chemin
continuer à avancer. La première fois que j'ai vu Chihiro et que j'ai fait ce voyage avec la petite Sen, moi aussi j'ai eu peur. Mais je n'ai pas ressenti le même genre de peur que dans d'autres films que j'avais pu voir. Là où certaines productions hollywoodiennes ont pu véritablement me traumatiser quand j'étais enfant, Chihiro n'a pas eu cet effet. Le film a plutôt eu l'effet d'une peur saine et adaptée à l'esprit de l'enfant que j'étais. Une peur positive, en quelque sorte. Je ne parle pas d'une peur qui va nous faire ruminer. Je ne parle pas d'une peur qui va nous marquer par la douleur. Mais plutôt d'une peur d'où peut jaillir une réflexion, une prise de recul sur ce qui nous a effrayés. L'empathie qu'on ressent pour Sen est d'ailleurs un outil supplémentaire qui nous projette dans le film, et je pense que c'est aussi un des éléments qui marque le spectateur. Mais au-delà de tout ça, pourquoi Chihiro est-il si fascinant ? Et je pense que la raison principale qui produit cette fascination, c'est tout simplement que Chihiro nous ramène en enfance. Le film nous redonne ce sentiment perdu de l'inconnu et de la peur de ne pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte, en bas des escaliers, en dessous de notre lit. C'est un voyage à travers les ressentis d'un enfant brut et transparent, d'un enfant un peu perdu. C'est pour ça que je pense que c'est un film sain à montrer, même à de jeunes enfants. Car si on s'accroche et qu'on va jusqu'au bout, comme le fait Sen, alors le film devient une invitation bienveillante à se libérer de nos peurs en s'y confrontant. Chihiro est d'ailleurs à un âge de transition, entre l'enfance et la préadolescence. Elle est à la jonction des peurs du monde des enfants, comme les monstres, et de l'entrée dans le monde des adultes. Ça, le film le montre très bien, notamment à travers la notion de travail. Très vite séparée de ses parents, Chihiro doit travailler si elle espère se faire une place dans ce nouveau monde impitoyable. Il faut qu'elle trouve du travail, qu'elle fasse son travail et qu'elle fasse des efforts. Au début d'ailleurs, Yubaba refuse de donner du travail à Chihiro, mais à force d'insister, elle ne peut pas lui refuser. Dans Chihiro, le travail, c'est l'engagement. Au moment où elle signe son contrat, elle devient elle-même une partie de ce monde. On pourrait voir ça comme une simple éloge du travail, un peu conservatrice de la part de Miyazaki, et évidemment, on pourrait aussi dire l'inverse, en disant que le monde des adultes n'est justement qu'un monde qui ne tourne autour de rien d'autre que la notion de travail, et que finalement les individus sont réduits à leur travail. Et je suis plutôt d'avis de penser que c'est cette seconde vision que Miyazaki avait en tête, notamment à cause de la scène avec Yubaba, car quand elle signe le contrat, Sen ne devient plus qu'un nombre. Son nom, Chihiro, qui pourrait se traduire par 1000 questions, 1000 interrogations, se réduit à Sen, c'est-à-dire 1000. Elle n'est plus qu'un nombre. L'ultime travail auquel Chihiro sera confronté sera celui de faire face à un esprit qui se nourrit de l'avarice des gens. Mais malgré tous les efforts de ce dernier pour séduire Chihiro, l'esprit n'arrive pas à l'engloutir. Il n'arrive pas à la tenter et à la faire succomber à l'avarice. Il n'y arrive pas car, bien que Chihiro soit en transition vers l'âge des adultes, elle reste une enfant. Une vieille enfant, certes, mais une enfant qui n'a pas encore été corrompue par le monde des plus grands. L'esprit, obsédé par sa défaite, finit par s'apaiser pour finalement devenir l'un de ses compagnons pour son voyage final. Il est la représentation de la pureté infantile de Chihiro. Et puis, après ce long périple, le voyage de Chihiro touche doucement à sa fin. Le rythme s'apaise, les couleurs se font plus douces. Chihiro arrive chez Zeniba, la sœur de Yubaba. L'ambiance est radicalement différente. Là où Yubaba incarne le pouvoir, le contrôle et la domination, Zeniba est douce, chaleureuse, presque maternelle. Elle offre à Chihiro un simple élastique tressé, mais cet objet symbolique, bien plus qu'un bijou, est en fait un lien. C'est un lien tissé par les épreuves, par l'amitié, par le courage silencieux de ceux qui ont accompagné Sen dans son cheminement. Aku, redevenu dragon, revient la chercher et ensemble, ils s'envolent. C'est pendant ce vol, porté par le vent et les souvenirs, que la mémoire revient à Chihiro. Elle se souvient. Quand elle était petite, elle est tombée dans une rivière nommée Kohaku. Et là, elle comprend. Aku est cette rivière. Il l'avait sauvée autrefois, et c'était maintenant à son tour à elle de le sauver aujourd'hui, en se souvenant de son nom. Dans cet instant suspendu, l'enfant rend à l'esprit son identité, et l'esprit peut libérer son humanité. C'est un moment profondément symbolique, c'est la mémoire, l'amour sincère et l'intuition enfantine qui délivrent.
et pas la force ni le pouvoir. Quand elle revient auprès de Yubaba, une dernière épreuve l'attend, reconnaître ses parents parmi une foule de porcs. Mais Chihiro ne doute plus, elle a changé, elle n'est plus la petite fille effrayée qui s'accrochait à la main de sa mère. Elle regarde, elle ressent, et elle sait. Ses parents ne sont pas ici. Alors le contrat de Sen se dissout, et Chihiro peut enfin rentrer. Au bout du tunnel, ses parents l'attendent. Eux n'ont rien remarqué. Le bâtiment n'est d'ailleurs plus pareil qu'au début, comme si une éternité était passée. Comme dans un rêve où le sommeil est un accélérateur du temps. Leur voiture est d'ailleurs aussi couverte de feuilles et de poussière, comme si des mois s'étaient écoulés. Mais dans les cheveux de Chihiro, l'élastique brille toujours à la lumière du jour, témoin que son voyage a bien eu lieu. Le voyage de Chihiro, c'est une traversée intérieure. C'est l'histoire d'une enfant qui découvre qu'elle peut grandir sans se perdre, qu'elle peut changer sans oublier qui elle est, et qu'il faut parfois se détacher pour mieux se retrouver. Ce film, c'est un conte initiatique qui prend le langage des rêves pour parler à notre réalité. Il ne donne pas de réponse toute faite, mais il invite plutôt à ressentir. Il nous regarde droit dans les yeux et nous murmure « Tu as le droit d'avoir peur, mais avance quand même. » Et peut-être que c'est ça, grandir. Que c'est ça qui fait que Chihiro passe d'une enfant à une jeune adulte. Alors si un jour vous vous sentez perdu dans un monde trop grand, trop rapide, trop étrange, pensez à Chihiro. Pensez au tunnel et souvenez-vous que vous avez en vous la force de continuer le voyage.